bienvenue à Octopus. Dans cette émission, nous allons voir comment relier un micro-ordinateur à d'autres micro-ordinateurs, vous permettant ainsi d'accéder à un petit réseau d'informations électroniques. Nous vous montrerons également comment aller chercher l'information emmagasinée dans les super-ordinateurs situés à des milliers de kilomètres de chez vous. Et commençons par établir la communication. Alors, par quoi commence-t-on? Tout d'abord, ils vont décrocher le téléphone. Ah oui, le téléphone. J'avais remarqué qu'il y avait un téléphone. C'est pourquoi? Nous allons pouvoir nous parler, l'ordinateur et moi? Pas exactement, non. Vous allez communiquer. Mais tout d'abord, il faut charger le programme de communication. Il y en a un sur le disque qui est à droite du TRS-80. Oui. Celui-ci? C'est ça. Videtex. C'est un programme de communication. À quoi sert-il? Rappelez-vous, Yvon, que votre ordinateur est une machine universelle qui peut servir à bien des choses. Dans notre dernière émission, vous aviez utilisé votre ordinateur comme système de classement. Oui, je me souviens, justement. Maintenant, nous allons transformer l'ordinateur en terminal de communication en chargeant un programme. Qui lui indiquera comment communiquer par téléphone. Exactement. Alors, attendez. Je charge. Voilà, c'est fait. Maintenant, comment je le fais fonctionner? Appuyez sur le bouton orange, Reset, et le tout va démarrer automatiquement. Voilà. Maintenant, l'ordinateur est en train de charger le programme de communication. Ah, voilà. Videtex 1.0. Data Carrier Lost. Moi aussi, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ordinateur vous indique qu'il est prêt et qu'il attend d'être branché sur un autre ordinateur. Vous trouverez le numéro de l'ordinateur avec lequel nous allons communiquer sur le bloc-notes qui est près de vous. Bon, eh bien, essayons. La ligne est en dérangement. Non, pas du tout. Ce que vous entendez là, Yvon, c'est le bruit de l'ordinateur à l'autre bout de la ligne. Ah, encore le son des bits et des octets comme sur la cassette audio. Exactement. Mais les tonalités sont légèrement différentes pour pouvoir passer sur les lignes téléphoniques. Mais alors comment l'ordinateur fait-il pour entendre ces sons? Vous voyez cette petite boîte noire près de vous? Oui. Placez le téléphone sur l'appareil. Bon. Alors voilà. Et maintenant, votre ordinateur peut recevoir et envoyer de l'information par téléphone. Ah, tout ça vient d'un autre ordinateur qui, en fait, peut être situé n'importe où. En effet. Et ce que vous tapez sur votre micro-ordinateur est communiqué à l'ordinateur qui est à l'autre bout de la ligne. C'est une sorte de babillard électronique. Il me demande mon code. C'est quoi mon code? C'est un genre de mot de passe que l'on vous attribue, de telle sorte que l'ordinateur, à l'autre bout, puisse être certain de l'identité de l'ordinateur qui l'appelle. Nous vous avons déjà inscrit, Yvon, à ce babillard. Votre code d'accès est inscrit sur le bloc-notes. Ah, vous avez triché, hein? Bon, ben, allons-y. Et comme ça, personne ne peut savoir qui appelle et quel est mon numéro de code. Bienvenue à Yvon Dufour, appelant de Toronto. Votre dernier appel, le dernier message. Alors, j'ai droit à 60 minutes d'appel. Bon. Menu principal. Regardez, survoler, laisser, effacer, courrier. Je crois que je vais lire les messages. Au départ, disons, tiens, 501. 501. Robert Caron, connais pas. Je recherche une imprimante, Radio Shack de très bonne condition au supérieur. Ah ben dis donc. Non. N. Tiens. J'ai une DPM 100 de Radio Shack et je me cherche une imprimante qui donne les accents français. Alors la mienne est à vendre. Non, moi je peux pas, j'ai pas encore d'ordinateur, mais ça va venir. Ah, en anglais maintenant. Il est bilingue. Ah, une petite madame. Vous devriez laisser un message, Yvon. Un message? Ah, ça c'est une bonne idée, mais comment?
Tapez P pour pause, S pour stop, et le menu va... Ah, je vois. L pour laisser un message. N'oubliez pas, prédignons pas, de regarder Octopus avec Claudia Thériault, Thériault, et Yvon Dufour, prochainement à la télé. Et voilà. S pour sauver, bien sûr. C'est vraiment passionnant, hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de babillards électroniques de ce genre? Oui, en fait, il y en a des centaines en Amérique du Nord, Yvon, et des milliers de personnes les utilisent tous les jours. J'en avais jamais entendu parler. Alors tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur, un programme de communication et cette petite boîte noire. Exactement. Mais remarquez, il y a différents types de boîtes noires. Par exemple, le Super Pet, près de vous, est déjà relié à une boîte qui se branche directement sur la prise téléphonique. Celle-ci? C'est ça. Ah bon? Alors avec ça, on n'a pas besoin du téléphone? Et non, on peut s'en passer complètement. Mais cette boîte grise et celle que vous avez utilisée avec le TRS-80 fonctionnent selon le même principe. Ce sont toutes deux des modems. Modem? Ah, tiens, c'est un mot nouveau, ça, c'est la première fois que je l'entends. Et voyons d'un peu plus près ce qu'est un modem et comment ça fonctionne. L'ordinateur a besoin d'aide pour utiliser le téléphone. C'est parce que les ordinateurs et les téléphones ne parlent pas la même langue. L'ordinateur parle en code binaire, avec des 1 et des 0, alors que les téléphones utilisent une série de tonalités. Il faut donc mettre une boîte noire spéciale entre l'ordinateur et le téléphone pour transformer ou moduler le langage de l'ordinateur en langage téléphonique. Ainsi, tout ce que vous entrez dans votre ordinateur peut passer sur les lignes téléphoniques et être compris par un téléphone. Mais avant que le téléphone puisse envoyer votre message à un deuxième ordinateur, il faut une autre boîte noire pour retransformer ou démoduler le langage téléphonique en langage d'ordinateur. Donc, dès que l'ordinateur A possède un modulateur et que l'ordinateur B possède un démodulateur, A peut envoyer des messages à B. Mais ce sont là des communications à sens unique. B ne peut pas encore envoyer de message à A. Pour obtenir des communications dans les deux sens, l'ordinateur B a besoin d'une deuxième boîte noire pour moduler le message que son usager vous envoie et changer son langage d'ordinateur en langage téléphonique. Et l'ordinateur A a besoin d'une deuxième boîte noire pour démoduler ce message du langage téléphonique en langage d'ordinateur. Mais pour éviter d'acheter deux boîtes noires pour chaque ordinateur, un modulateur et un démodulateur, on peut les combiner en une seule, un modulateur-démodulateur, ou, en abrégé, un modem. Quand un ordinateur est équipé d'un modem, il peut envoyer et recevoir des messages à destination et en provenance de n'importe quel autre ordinateur dans le monde entier, si ce dernier est aussi équipé d'un modem. Vous savez, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Si les ordinateurs parlent si facilement entre eux, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la vie privée des gens? Ah ben, un ordinateur pourrait entrer en contact avec le mien pour savoir ce qu'il y a sur ma déclaration d'impôt, par exemple, ou bien obtenir d'autres renseignements confidentiels. Non, non, ne vous en faites pas, Yvon, c'est pas possible. Ah non? Oui, évidemment. Il faudrait que l'ordinateur soit allumé, Oui. le modem branché, que la ligne téléphonique soit libre. Et même si votre ordinateur était allumé et la communication établie, il est peu probable que vous ayez laissé votre déclaration d'impôt dans l'ordinateur. Au fait, je voulais vous demander, à propos du babillard électronique que j'ai utilisé tout à l'heure, est-ce qu'il faut payer pour ce service? Non, la plupart des petits babillards électroniques sont offerts gratuitement par des groupes ou des gens possédant un micro-ordinateur et qui en font leur passe-temps. Mais il existe aussi d'énormes banques de données auxquelles on peut avoir accès moyennant des frais minimes.
Une banque de données, c'est un système de classement électronique. Je vais maintenant vous montrer comment accéder à une banque de données qui s'appelle Termium. Termium? C'est une banque de terminologie du gouvernement du Canada qui se trouve à Ottawa. Le programme de communication est déjà chargé dans l'ordinateur. Et le modem est déjà branché sur la prise téléphonique. Mais oui, mais comment je vais faire pour signaler, il n'y a pas de téléphone? C'est le modem qui va le faire pour vous. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est un modem automatique. Ah. Il vous suffit de taper le numéro sur l'ordinateur pour que celui-ci dise au modem quoi faire. Une fois la communication établie, il faut utiliser un code et un mot de passe pour avoir accès aux informations de la banque de terminologie. Mais pour gagner du temps, Yvon, nous nous sommes déjà mis en communication avec Ottawa. Bon, allons-y. Tapez le premier mot, logique, et puis faites return.return. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu de l'utilité de ce service. Point et return. Logique. Nombre de fiches, 1. La logique est à la base de toute l'informatique. Dans le domaine du hardware, la logique désigne plus particulièrement l'étude des circuits logiques en s'opposant à leur technologie. Eh ben, dis donc. Pour aller à votre prochaine demande, appuyez sur la barre d'espacement et puis Return. L'écran va afficher requête F. Bon. Alors, mon prochain mot, astronomie. Point et return. C'est fantastique comme ça trouve les renseignements rapidement, hein? Ouais, alors d'abord en anglais, ensuite en français. L'astronomie, science de l'univers, a pour objet l'étude du mouvement, de la structure et du développement. Vous dites que ça coûte pas cher pour obtenir ces renseignements. Il y a un tarif horaire pour ce service, mais il faut auparavant obtenir l'autorisation pour pouvoir l'utiliser. Il existe d'autres banques qui offrent toute une gamme de renseignements. Courrier électronique, bourses, journaux, magazines, jeux, programmes éducatifs, sciences, spectacles. Ça s'appelle la télématique. Oui, ça évidemment, ça doit offrir toutes sortes de possibilités. Oui, mais c'est encore très nouveau pour l'instant, Yvon. Nous sommes à l'aube de l'ère de la télématique. Il existe déjà aux États-Unis une importante banque de données qui s'appelle The Source. Pour en savoir davantage, nous allons rencontrer les responsables de The Source. La source est en fait composée de deux réseaux en un. Nous utilisons un réseau local qui relie les ordinateurs entre eux grâce à un système de liaison ultra rapide qui transfère de volumineuses quantités d'informations à la fois. Nous agrémentons également ce réseau local de services. Nous nous fournissons sur place et au Canada. Cela nous permet d'acheminer des appels provenant du monde entier directement vers la source. Grâce au traitement multiplex, au traitement combiné d'un grand nombre d'appels, nous pouvons acheminer ces appels à peu de frais. Pour un appel interurbain, on utilise un seul dispositif, un seul média de transmission pour acheminer l'info. Pour un appel informatisé, on utilise également un seul dispositif, mais l'appel est combiné. On lui attribue une identification particulière de pair avec un grand nombre d'autres appels au point d'origine. L'identification de cet appel est ensuite décodée au point d'arrivée et acheminée vers l'utilisateur. C'est la technique du multitraitement. Une identification est attribuée au point d'origine et en se servant de cette identification au point d'arrivée, on répartit les divers appels qui ont été transmis ensemble. Le plus gros problème que nous rencontrons, c'est celui de l'indicatif. Les gens laissent des espaces et nous leur demandons de donner un indicatif d'accès au système. D'autres ont de la difficulté à se raccorder au réseau. Il leur arrive très souvent de taper un mauvais mot de passe. Certains ignorent leur mot de passe ou leur numéro de compte. Et nous nous efforçons de leur faire comprendre qu'ils doivent toujours être à même de nous fournir l'un et l'autre. Ils peuvent nous appeler jour et nuit,
7 jours sur 7. Curieusement, le client type de la source n'est pas dans le domaine du traitement de données ou de l'informatique. Il s'agit d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, de médecins, d'avocats, beaucoup de gens des médias, rédacteurs et directeurs de rédaction. Une grande partie de notre clientèle appartient au domaine de l'enseignement. Cela leur permet de cueillir des informations électroniquement et de faire passer les informations de nos ordinateurs centraux à leurs micro-ordinateurs. Nous fournissons un manuel d'utilisation assez élaboré à nos clients. Il est facile de suivre les instructions rédigées sous la conduite de notre maison mère, le Reader's Digest, connu pour ses efforts de vulgarisation. Les gens appellent la source et, par téléphone, font passer un programme éducatif informatisé dans leur micro-ordinateur. À partir du moment où ils ont donné l'indicatif de libération, ils n'ont plus à payer le temps de branchement. Ils n'ont qu'à insérer le disque dans leur micro-ordinateur pour utiliser le matériel éducatif adéquat. Nous nous efforçons constamment de simplifier, de faciliter l'emploi des choses. Nous cherchons continuellement des moyens plus rapides et plus exacts pour que l'information soit transmise en fonction des besoins précis de l'utilisateur. Cela fait partie du côté merveilleux des ordinateurs, de leurs immenses possibilités dont nous tirons profit nous-mêmes. Nous apprenons des choses, comme tout le monde. C'est étonnant. Les mots veulent plus rien dire dans un contexte comme celui-là. Enfin, c'est très intéressant tout ça, mais résumons-nous. Par l'intermédiaire de ce modem, je peux envoyer ou recevoir des données ou des programmes. Je peux enregistrer des messages sur des babillards électroniques et échanger de l'information. Ah, ça doit être difficile d'organiser un réseau local, hein? Non, pas vraiment, Yvon. Est-ce que vous aimeriez vous construire un petit réseau à vous? Ah, mais je comprends que j'aimerais ça. Eh bien, le babillard électronique que vous avez utilisé au début de l'émission fonctionne avec une seule personne et un seul ordinateur. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que je pourrais moi-même construire un réseau et les gens appelleraient mon ordinateur? Oui, et on peut même se passer du téléphone. Ah! Et comment on pourrait s'y prendre? Vous pourriez créer un réseau local, disons dans un bâtiment, un bureau, une école ou même une salle de classe. Vous voyez là-bas ces 3 ordinateurs côte à côte? Oui. Ils sont tous reliés entre eux par ce qu'on appelle un contrôleur de réseau. Il s'agit dans ce cas d'un contrôleur fait pour les pets, c'est le Moped 2. Ah oui, je vois. Les 3 ordinateurs sont reliés entre eux et ce Moped 2 permet aux 3 ordinateurs de communiquer ensemble. Oui, si vous voulez, mais surtout, il permet aux ordinateurs de partager une même unité de disque. Devant vous, il y a un disque sur lequel se trouve un programme éducatif. Volcan. C'est ça. Insérez-le dans l'unité de disque. Oui. Et puis ensuite, écrivez D-L-O-A-D, Volcan entre guillemets, sur chacun des 3 ordinateurs. D-L-O-A-D. C-A-N. Et return. Alors, A-D. C-A-N. Et return. Alors maintenant, le même programme est en train de se charger dans la mémoire vive de chacun des 3 ordinateurs. Ça y est. Maintenant, tapez Run et écrivez des réponses différentes sur chacun des ordinateurs. Et voilà. Alors imaginez que vous campez sur la pente du Mont Sainte-Hélène le 18 mai 1980 au matin. Return pour continuer. Return, return. Alors la scène. Vous campez sur le côté ouest du Mont Sainte-Hélène, vous avez grimpé jusque-là en laissant votre auto au bout de la route. Il y a un silence étrange, aucun oiseau ne chante. Alors, return pour continuer. Soudain, vous êtes secoué par un tremblement de terre. Oh là là, return, return.
Bon, alors, accompagné d'un énorme grondement, le sommet du mont explose à des milliers de pieds dans les airs. Un nuage de fumée dense et noire s'avance vers vous. Qu'est-ce que je fais? Return, return. Alors, j'ai 5 indices. J'en choisis un au hasard, là. Disons le 1. Vous venez de creuser votre tombe. Les cendres brûlantes vont vous enterrer. Ça commence bien. Vous avez péri. Alors, le 2. Mettons, 2. Tiens. Vous venez de prendre des photos vraiment spectaculaires qui seront publiées dans les journaux à titre posthume. Sans commentaire. Voilà, 5. Vous êtes trop proche des cendres brûlantes pour qu'un abri soit efficace. Ceux qui ont essayé ont été enterrés vivants. Vous avez péri. Et dire que je suis un très bon gagnant. Bon, alors, pour économiser, on peut partager un même disque, sans que chacun soit obligé de faire exactement la même chose. C'est bien ça? Oui, et c'est ça qui est ingénieux. Et les élèves peuvent utiliser en même temps des programmes différents enregistrés sur le même disque. Ils peuvent donc partager ce qu'il y a sur le disque sans pour autant utiliser obligatoirement le même programme. Donc ces 3 ordinateurs peuvent communiquer avec l'unité de disque, mais ils peuvent également communiquer entre eux. Oui, dans un certain nombre de ces réseaux, le professeur et les élèves peuvent échanger des messages. Mais avec toutes ces façons de transmettre l'information dans un réseau, ça finit par être assez compliqué, hein? C'est effectivement un peu compliqué. Alors, résumons les différents types de réseaux que nous venons de voir. La façon la plus simple de raccorder les ordinateurs entre eux, c'est d'utiliser un contrôleur de réseau et une unité de disque. Cela permet à tous les ordinateurs de charger n'importe quelle partie du contenu d'un seul disque dans leur mémoire vive. Ils peuvent charger tous les mêmes programmes, ou chacun peut charger un programme différent du même disque. Les ordinateurs peuvent aussi communiquer entre eux par l'entremise de l'unité de disque. Voici un exemple d'un réseau local à unité de disque en commun, qui pourrait raccorder entre eux de nombreux ordinateurs dans un même bâtiment, que ce soit une usine, un bureau ou une école. Mais les ordinateurs peuvent aussi être raccordés entre eux sur une grande distance avec un modem et un téléphone. L'exemple le plus simple de ce système, c'est un micro-ordinateur personnel dont l'unité de disque est utilisée comme babillard électronique par tout autre ordinateur qui appelle pour laisser un message ou pour prendre un message. De nombreux ordinateurs peuvent utiliser ce genre de réseau, mais l'ordinateur central est d'ordinaire si petit que les autres ordinateurs ne peuvent y accéder qu'un seul à la fois. Voici l'exemple d'un petit réseau de babillard électronique. Mais il existe un troisième type de réseau, dont l'ordinateur central peut être de très grande capacité, suffisante pour utiliser de nombreuses unités de disques en même temps, et qui peut par conséquent s'occuper d'une grande base de données contenant une énorme diversité de programmes et d'informations. Un ordinateur central aussi puissant peut transférer l'information entre sa mémoire vive et n'importe laquelle de ses unités de disques à une telle vitesse que même si des douzaines et des douzaines de petits ordinateurs appellent exactement au même moment, il peut fournir des données ou programmes à tous ses clients avec des pauses d'une fraction de seconde seulement. C'est un exemple d'un grand réseau de bases de données. Il y a donc 3 types courants de réseaux d'ordinateurs. À unité de disque en commun, à babillard électronique et à base de données. Donc, si je comprends bien, un réseau d'ordinateurs est comme un service auquel on peut se brancher exactement comme on le fait avec un réseau téléphonique. Nous avons tous le téléphone et d'ici peu de temps, Yvon, nous aurons tous aussi un ordinateur. Dans quelques années, ce sera tout à fait courant. Eh bien, moi, je pense que je vais me préparer un peu. Je vais aller taquiner Thermium. Dans la prochaine émission, nous examinerons les différences entre le BASIC, l'APL et le COBOL. Nous découvrirons aussi comment fonctionnent les interpréteurs et les compilateurs.
Au nom de l'équipe d'Octopus, ici Claudia qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Et moi aussi, je vous le dis comme je le pense, à bientôt. Bon.